Olá! Nessa aula nós vamos dar sequência então à aula anterior que falava sobre a educação de surdos, tá bem? Sobre as propostas educacionais voltadas para a educação de surdos. Vocês viram então nas aulas anteriores algumas questões sobre identidade e cultura surda, e eu trago para vocês nessa aula um documentário intitulado Sou Surdo e Não Sabia, que ele vai abordar como ocorreram então essas filosofias educacionais. Interessante observar que nesse documentário, ele é um documentário extenso, eu editei, trouxe as partes mais importantes, assim, que eu considerei importante para que vocês entendessem um pouco desse processo de como se dá a educação de surdos, do que é a inclusão de um surdo, como é todo o processo de alfabetização, né, até ele se tornar adulto. É interessante observar que ele foi gravado, esse documentário não é brasileiro, ele é francês, mas mesmo assim há muitas semelhanças, né, com a educação de surdos da França aqui no Brasil. E vocês observem então que ele apresenta então a inclusão de uma menina surda na escola dita regular, né? Depois ele traz uma outra metodologia que seria o ensino oral, até se chegar em um espaço bilíngue. Então agora vocês assistam o documentário Sou Surdo e Não Sabia. Langue des signes, silence, handicap, sourd-muet, isolement, appareillage, oralisation, bilinguisme, sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant? Alors, quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont j'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire, de façon politiquement correcte, un euphémisme malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme? Et moi, est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Ouais! Regarde, attends, allez, regarde. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo.
Il se trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore, et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore, si bien que pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle et il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces ? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Maîtresse, le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton équerre te suffisent, Sophie. Tiens, voilà.
Ça va? Ça fait pas mal? Tu m'entends, Sandrine? L'approche de la surdité de l'enfant vue comme un manque, à partir du diagnostic et de la représentation plutôt en creux et en négatif de ce que peut être la surdité, entraîne forcément l'idée d'un projet, alors ça peut être à l'école, en famille, dans la société, qui soit un projet à encourager la réhabilitation ou le rapprochement de la norme, entendre et parler. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles, sur lequel certaines s'obstinent pour X raisons. Il y a peut-être des motivations très profondes de l'ordre du religieux pendant une période. Il y a des motivations en termes de socialisation. Il y a des motivations proprement pédagogiques en termes de l'écriture est proche et phonologique. La phonologie va être un outil pour l'écriture. Et puis mon enfant sera comme les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du regard de la société. Cette dynamique-là qui se met en place, bien entendu, va être offerte aux parents, on va leur offrir en quelque sorte ce traitement par le son, et ils vont souvent, certains vont parvenir à relativiser ceci, mais enfin, souvent certains vont penser très tôt que c'est vers ça qu'il faut aller, et du coup, tout ce qui va être proposé ensuite comme formule intégrative, individuelle, dans des milieux où n'existent pas les langues signées, vont être préférés par les parents. Non pas parce qu'ils ont, comme on dit, choisi, mais souvent parce que, en quelque sorte, la manière dont leur a été présentée la surdité, dont leur a été présentée la parole, dont leur a été présentée la langue des signes, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'ils ont retenu, c'est que, en fait, pour parler, il fallait surtout ne pas signer. Est-ce que tu es d'accord, Mélis? C'est marqué Milo tape. Non. Milo. Lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Milo lit. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Lire. Oui. Lire. Lire. Alors qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo. Il dort. Il dort? Mais non, qu'est-ce que tu m'as dit? Lire. Milo. Milo. Il. Lire.
l'instant, on travaille sur le texte. Le dessin, on verra après. Maintenant, je veux le texte. Donc, vous réfléchissez. Vous avez ici des petites choses qu'on a retrouvées ce matin en y réfléchissant ensemble. Et vous écrivez. À mon avis, Do et Dido, vous n'êtes pas bien vraiment placés pour pouvoir travailler ensemble. Maëlie, si vous vous chamaillez, vous changez de place, les filles. On s'est baladé. Toi, l'agneau et le porcelet, le lapin. Au revoir. Ça marche pas. C'est un peu comme ça. Allez, on y va. Je compte mes billes en tout. Ça fait combien? 6 et 4, Emma. J'ai contre eux. Allez, Emma, on compte. Je compte mes billes. 6 plus 4. Alexis. Regarde. Je compte. 1, 2 et 3. 3, 2 et 3, ça fait? D'accord. Ça y est, tout le monde a corrigé là, les CP?
Le bilinguisme, c'est la capacité offerte à un individu sourd de se révéler à travers une première langue qui correspond cognitivement à ses processus d'appréhension du monde. Il est visuel. Enfin, c'est aussi l'occasion de faire l'aller-retour entre deux langues, de passer d'une culture à l'autre, de prendre du recul sur lui-même, de pouvoir accéder à ce qui participe de la culture générale de l'école, de la société, des familles, à travers le livre, à travers l'écrit. Et là, on voit tout d'un coup se révéler une capacité pour les enfants sourds, évidemment, pour les enfants entendants de parents sourds, et je dirais même pour un certain nombre d'enfants entendants. On voit dans les écoles, là où se pratique une immersion bilingue, on voit énormément d'enfants entendants qui ont envie et qui très vite apprennent la langue des signes. Parce qu'elle est, si on fouille un peu, elle est quand même un résidu de notre histoire humaine. Então, vocês perceberam as primeiras tentativas da educação de Sandrine, como aconteceu? Perceberam que em um determinado momento, em uma das escolas, houve uma tentativa de colocar um aparelho auditivo e como ela se sentiu nessa condição? Também, outra parte importante desse documentário é quando a família leva ela para estudar no Instituto Nacional de Surdos. Naquele período a língua de sinais ainda era proibida, então não era utilizada oficialmente, a família leva com o intuito dela desenvolver a habilidade da fala, mas ela encontra outras crianças surdas que sinalizavam nos corredores. Perceberam então como ela se encontra ali como sujeito surdo com seus pares e passa a trocar a língua de sinais, começa então a se encontrar? Perceberam também que quando aparece a escola bilíngue, os colegas sinalizam, a menina faz, informam que bateu, que faz esse sinal que para eles é um sinal de bateu, que para nós aqui não é dessa forma, para nós seria bateu, no caso, mas a menina faz esse sinal e avisa várias vezes, olhem, olhem, sinaliza, eles estão indo, eles estão indo. Então isso seria uma escola bilíngue, onde todos se comunicam, surdos e ouvintes no mesmo espaço, todos se comunicando. Na sala de aula havia 2 professores na escola bilíngue, uma direcionada aos alunos ouvintes e um professor surdo, que era encarregado da educação das crianças surdas. Claro, que lá na França esse foi um modelo, né, que se adotou por um determinado tempo. Agora deve estar diferente, eu não sei como está atualmente, esse documentário não é tão atual assim. Mas vocês perceberam que há uso de estratégias visuais no ensino das crianças surdas, que o professor surdo, enquanto a outra professora explica o conteúdo para os ouvintes, o professor surdo utiliza algumas estratégias visuais ali, ele mostra o carrinho, ele apresenta a gramática da língua de sinais, que eles estão também no processo de aquisição da língua naquele espaço. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima aula.